Reprise de notre matinée à travers une table ronde consacrée à l'évolution de la prise en compte de la santé et de la sécurité au travail, bien sûr, puisque c'est notre thème du jour. Comment s'incarne-t-elle dans des contextes professionnels très différents? Vous allez voir, c'était déjà le cas en première partie de matinée, mais on va continuer dans la diversité. On va aller voir du côté de l'automobile, de la logistique, de la culture, de la défense. Comment cette prise en compte de la santé et de la sécurité au travail a-t-elle évolué au fil du temps dans ces secteurs, et puis dans quelle mesure une politique santé-sécurité au travail pertinente contribue-t-elle à l'attractivité économique de ces secteurs et à leur dynamisme? Mesdames et messieurs, les réponses de Philippe Steyer, directeur général d'Ineos Automotive, Pierre-Louis Debroise, directeur général d'Amazon Oni, Marion Petit, chargée de mission pratique responsable au sein du réseau Grabuge Musiques Actuelles, et Dominique Lambert, pour finir la cohorte, consultant stratégique au sein du ministère des Armées. Merci de bien vouloir les accueillir, s'il vous plaît. Alors, je vous en prie, installez-vous à peu près où vous le souhaitez. Eh ben voilà, on a fait les clans, les filles d'un côté, les hommes de l'autre. Merci, merci d'être là tous les quatre. Alors il y a des micros pour à peu près tout le monde. N'hésitez pas à vous en saisir, pour qu'on puisse deviser joyeusement, sachant que notre table ronde, juste avant le déjeuner, se conclura à nouveau par un temps d'échange. J'ai vu que vous y avez pris goût, et du coup, je vous en proposerai encore un tout à l'heure. On va commencer par faire les présentations, et je vais m'adresser à vous en premier, Philippe Steyer. Je le disais, vous représentez Ineos Automotive ce matin, une entreprise créée en 2017 avec une mission particulière, créer un tout-terrain à l'ancienne sans compromis, vous dites. Le 4x4 d'autrefois, adapté aux exigences de la conduite moderne, j'ai nommé le Grenadier. C'est ça? C'est bien ça. Bonjour à tous. Donc effectivement, Ineos Automotive, alors créé en 2000, en tout cas l'acquisition du site de Hambar en 2000. Le site en question, c'est l'ancien site Smart, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un site qui, pour le coup, a 25 ans d'expérience, sur lequel on a produit plus de 2,5 millions de Smart jusqu'à il y a 2 mois. Et donc depuis 1 an et demi, on produit le véhicule qui est à l'écran, que vous trouvez aussi, vous avez pu croiser devant la porte. Ah oui, vous avez dû le voir, le véhicule de sapeur-pompier qui est en démo. Fait, oui. Vous pouvez même faire une photo devant si vous êtes sage. Donc c'est un site industriel qui emploie à peu près 2000 salariés actuellement, et on est sur une production hebdomadaire de 500-600 véhicules par semaine. Voilà. Alors, juste encore un mot sur le Grenadier, parce que c'est vrai que c'est une voiture qui peut paraître a priori complètement à contre-courant par rapport aux impératifs de la transition écologique et énergétique, et pourtant elle a plein d'intérêt, cette voiture qui, je me suis laissé dire, est l'une des voitures chouchou de Lewis Hamilton, le pilote de Formule 1. Entre autres. Ouais. Alors effectivement, on est sur un secteur de niche. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels. Le véhicule a été, je dirais, designé et pensé pour ça, comme un outil de travail. Et en fait, il s'adresse aujourd'hui vraiment à des professionnels qui ont besoin d'un véhicule de ce type-là au quotidien. Voilà, alors, les collègues de la gendarmerie qui étaient présents aujourd'hui, la gendarmerie ne fait pas partie de nos clients encore actuellement. C'est plus la police. On équipe le RAID, les services de déminage, les services d'incendie. Ça, c'est juste quelques exemples pour la France. Mais c'est vrai que tous ces professionnels-là, quand on discute avec eux, nous expliquent qu'aujourd'hui, sur le marché, il n'y a plus de véhicules de ce type-là, et que par rapport à l'utilisation qu'ils en ont, ça répond en tout point à leurs besoins. À leurs besoins professionnels. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour qu'on rentre plus en détail dans la politique santé et sécurité mise en place au sein de l'entreprise, et plus particulièrement sur le site que vous dirigez, que vous connaissez bien, parce que effectivement vous y avez passé déjà de nombreuses années, bien avant même Ineos et puis l'aventure Grenadier. Je voudrais entendre Pierre-Louis Debroise, qui est juste à côté de vous, directeur du site d'Amazon
d'Amazon à ONI. 4 principes guident l'action d'Amazon, Pierre-Louis: l'obsession du client, l'innovation, l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Depuis 2021, ça s'incarne finalement pas très très loin d'ici. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci à tous les précédents speakers. On va dire, on voit qu'on est, même si on a des contextes différents, finalement on a des problématiques qui sont communes. Donc effectivement, Amazon en France, sur la logistique, c'est 20 ans d'expérience. On a ouvert le premier site à Orléans il y a un peu plus de 20 ans. Le site d'Onis, c'est le dernier site ouvert, donc aussi en 2021, comme vous l'avez dit, le site le plus technologique, où on a amené beaucoup de technologies, notamment la technologie robotique, et on pourra y revenir sur comment ça impacte la santé et sécurité au travail. Aujourd'hui, on emploie à peu près 4000 personnes, 4100 personnes en CDI. Donc c'est un gros site et avec le nombre de personnes, on a aussi un devoir pour l'ensemble des collaborateurs qu'on a sur le site. Et effectivement, on pourra revenir. Alors, on a beaucoup de principes, vous en avez cité quelques-uns, mais je pense que le premier élément, le premier principe qu'on a, c'est que l'ensemble de ces 4000 personnes, quand ils viennent au quotidien travailler, ils viennent en bonne santé et repartent en bonne santé. Ah bah ça, on en parlera tout à l'heure avec voilà, un insight sur la particularité du site, c'est d'être particulièrement robotisé, mais précisément, ça fait partie des éléments à mettre à l'actif de votre politique santé et sécurité au travail. On en parlera tout à l'heure. Un centre de stockage et de préparation de colis où on trouve aujourd'hui 25 millions d'articles en attente prêts à être envoyés, c'est ça ? Oui, on est pas loin. Alors des fois, on arrive même à 30 millions juste avant Noël, quand l'ensemble des clients reçoit beaucoup de commandes. Mais du coup, effectivement, 4000 salariés, 30 millions d'articles et 3500 robots. Donc on a quand même plus de salariés que de robots. Souvent, on dit que la robotique enlève les emplois. C'est pas toujours le cas. Allez, on en reparlera tout à l'heure. À côté de moi, Marion Petit, pratique responsable au sein du réseau Grabuge des musiques actuelles. Et je me permets de souligner que c'est la première fois que le secteur de la culture est représenté dans le cadre du colloque organisé par le fonds de dotation. Merci du coup, merci d'être là, Marion. Un petit mot, vous nous avez apporté quelques diapos de présentation sur le réseau Grabuge. Oui, bonjour. Alors, le réseau Grabuge, effectivement, existe depuis 2020. C'est assez récent. Il est né, en fait, de la fusion de la grande région. Donc, c'est un réseau qui s'étale, comme vous le voyez, vraiment sur tout le territoire du Grand Est, avec des concentrations, évidemment, dans les grandes villes, mais on est très content d'avoir des adhérents aussi en milieu rural. En fait, on a un réseau de filières. On représente l'ensemble des métiers des musiques actuelles. Donc, pour vous situer un peu les musiques actuelles, oui, justement. Donc c'est tout simplement une catégorisation, un ministère de la Culture. Anciennement, on appelait ça les musiques amplifiées. C'est tout ce qui va désigner les musiques urbaines, le rap, ça peut être également les musiques électroniques, la techno, la chanson, l'activité de chant choral, etc. En gros, vous m'avez dit, c'est tout sauf le classique, le lyrique ou le contemporain expérimental. Exactement, voilà. Exactement. Ici, par exemple, c'est tout ce que vous allez pouvoir entendre à la BAM ou au Trinitaire, par exemple. La Cité musicale étant également adhérent du réseau Grabuge. On a une activité en fait de structuration et d'accompagnement de la filière de tous les professionnels, que ce soit des salles, des festivals, des agences de booking, de management d'artistes, des producteurs. Et on va les aider en fait à se structurer, on va les former, on va monter des projets qui servent à l'ensemble de la filière sur plein de domaines, sur la circulation, le développement des artistes et en particulier également sur les pratiques responsables. C'est un réseau pensé pour les acteurs, mais aussi animé par les acteurs. Il y a vraiment cette dimension collaborative sur laquelle vous voulez insister. Oui, tout à fait. Alors nous, on fait aussi le lien énormément avec le national. On est aussi représenté sur des grands temps nationaux comme le MAMA, comme les Transmusicales de Rennes, comme les Biennales internationales du spectacle, etc. Notre but, c'est vraiment de faire le lien entre le Grand Est, le national, pour que les artistes rencontrent le marché, également l'international, et les faire évoluer dans leur pratique vers la professionnalisation. Merci Marion Petit. On reviendra tout à l'heure vers vous pour évoquer les risques spécifiques en matière de santé et sécurité au travail dans le secteur culturel. Changement de genre à nouveau avec vous, Dominique Lambert, puisque vous êtes consultant au sein du ministère des Armées après une longue carrière aussi au sein de l'armée. Le rôle du ministère des Armées, c'est d'assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts français dans une époque mondialisée où ces notions de sécurité et de conflit ont largement évolué elles aussi. Ouais, je crois qu'il y a juste besoin d'allumer sa télé pour se rendre compte qu'un peu plus qu'avant, on est un peu plus concerné par justement ces problématiques-là.
Et les armées sont présentes pour ça, pour cette assurance aussi, avec des défis, si on peut parler en termes de santé au travail, qui sont bien évidemment très particuliers, puisque à partir du moment où on est en opération, en fait, cette logique de santé prend tout un autre sens, et c'est un peu l'objet aussi de ma présence ici, pour un peu mieux faire comprendre tout ça. Et voilà. Et voilà. Quelques mots sur votre carrière. Vous êtes colonel de réserve de l'armée de terre, diplômé de Saint-Cyr. Exactement. Donc moi, je vais dire que pour reprendre la partie santé au travail, je suis tombé dedans un peu tard, assez tard, et après je me suis pris au jeu, puisqu'en fait j'ai fait une carrière de presque 30 ans dans l'armée, et il y a depuis 10 ans où je me suis vraiment intéressé au sujet, alors parce que j'ai pris des fonctions de chef d'emprise. Oui. Donc j'avais, comme un chef d'entreprise, j'avais 350 personnes, j'étais concerné par les mêmes problématiques de code du travail, etc. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet là-dessus, à prendre en compte toutes ces problématiques-là, et avec mon expérience opérationnelle aussi, de commencer à regarder un peu justement ces similarités, mais en même temps ces enjeux entre ce que je faisais avant en opération. Et les quelques images que vous pouvez voir là montrent bien, en fait, justement les défis qu'on a en opération, et par rapport à tout ce qui était le compte du travail en France. Et on va y venir. À titre personnel, je sais que quand on parle de terrain d'opération, pour vous, c'est l'ex-Yougoslavie et c'est l'Afrique. Hein, et c'est beaucoup l'Afrique aussi. Voilà. Essentiellement. Alors, précisément, vous avez ouvert le chantier, Dominique Lambert. Donc, je me glisse dans la brèche que vous venez d'élargir en évoquant cette dimension santé, sécurité au travail au sein de votre entreprise. Philippe Steyer, Ineos a un slogan, un motto qui dit « Nous faisons les choses différemment ». We're doing things differently. Notre culture d'entreprise, vous dites, elle est unique et elle ne convient pas à tout le monde. Elle est centrée sur l'ingénierie avec des innovateurs et des perturbateurs fougueux. Alors ça peut faire peur, et pourtant, vous dites, malgré tout, la santé et la sécurité au travail, c'est au cœur de notre action. Alors c'est effectivement une priorité. Je sais pas. Juste après, on enverra votre support, si ça ne vous dérange pas. Oui, pas de souci par rapport à ça. Tout à l'heure, je n'ai pas forcément présenté le groupe Ineos, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est le moment de le faire, si vous voulez. Mais pour faire simple, le groupe Ineos, c'est un des leaders mondiaux de la pétrochimie. Donc l'automobile, c'est plutôt une nouvelle activité pour eux. Et ce qui a changé pour nous, en fait, c'est justement cette culture sécurité qui venait de la pétrochimie. C'est-à-dire que au moment du rachat, on avait des résultats sécurité qui étaient tout à fait honorables, même au niveau du groupe Mercedes, parmi les meilleures usines à l'époque. Entre-temps, on a divisé à peu près par 10 l'accidentologie sur le site, parce que, je dirais, effectivement, il y a cette culture sécurité qui est très ancrée chez Ineos et qui est une priorité. Le principe, c'est de dire qu'un site qui a une mauvaise performance santé-sécurité, c'est un site qui est mal géré. Voilà. Et ils font une corrélation directe entre la performance sécurité et la performance industrielle. Et un peu comme Franck Mayel disait avant la pause, toutes les réunions chez Ineos démarrent par un point sécurité, c'est un incontournable. Et à tous les niveaux de l'entreprise, c'est-à-dire qu'avec même les réunions avec nos propriétaires, le premier sujet qui est à l'ordre du jour, c'est la santé, sécurité, et on prendra le temps qu'il faut pour discuter des sujets. Alors on parlait d'onboarding aussi avec Franck Mayet tout à l'heure. Pareil, de votre côté, je me souviens quand on s'est entretenu au préalable à cette table ronde, je vous avais posé la question de savoir si pour vous c'était important d'afficher cette politique santé et sécurité pour faire venir à vous des talents. Vous m'avez dit c'est plutôt l'inverse. Nous on a besoin de gens qui sont en phase avec nous, sinon ils ne restent pas de toute manière et ça peut devenir des dangers pour l'entreprise. Donc ce mindset, il faut absolument qu'il soit partagé. Il faut qu'il soit partagé. Il y a aussi un des principes, c'est que finalement, chaque personne dans l'entreprise est responsable de sa propre sécurité. Et bien souvent, on est, entre guillemets, obligé de protéger les salariés d'eux-mêmes dans un certain nombre de situations qu'on va retrouver. Et donc, c'est vrai que l'état d'esprit des salariés, la culture à cet endroit-là dans l'entreprise a un rôle prépondérant. Et vous avez des règles d'or, à la fois comportementales et en lien avec le process, qui sont absolument non négociables, vous me disiez.
qui sont non négociables, qui sont affichés partout dans l'entreprise, qui sont, je dirais, en cas de non-respect, une cause de séparation, de licenciement. Donc oui, il n'y a pas on ne transige pas avec ça. Non. Allez, on verra tout à l'heure, vous nous avez fait la gentillesse de nous amener toute une série de photographies qui mettent en évidence des actions prises dans le cadre de cette politique santé-sécurité avec pas mal d'avant-après. On verra ça tout à l'heure, mais je voulais faire réagir Pierre-Louis Debroise là-dessus parce que je sais qu'Amazon, on parlait d'état d'esprit là à l'instant, s'inspire beaucoup du secteur de l'automobile aussi pour définir et opérationnaliser sa politique santé et sécurité. Oui, tout à fait. Et je pense que, alors, on s'inspire beaucoup de l'automobile, pas que sur la santé et sécurité au travail, on s'inspire beaucoup de l'automobile sur, tout à l'heure on parlait d'un autre concept qui est le lean management. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre de l'automobile, de l'aviation sur beaucoup de sujets. Et effectivement, on se retrouve totalement. Je pense que le fait de commencer chaque réunion, peu importe le niveau de l'entreprise, par la sécurité, c'est important. Je pense qu'on a évoqué aussi le fait que chacun est acteur et responsable de sa propre sécurité. On parle très souvent de ce qu'on appelle la courbe de Bradley, l'idée d'avoir une interdépendance et pas juste d'avoir des règles et que ces règles elles soient pensées au plus haut niveau hiérarchique de l'entreprise. Ça, c'est cette fameuse culture américaine qu'évoquait Hervé Obed tout à l'heure. Et ça, effectivement, on sent que la culture américaine vient de là, notamment à travers le dialogue. Alors, on a beaucoup évoqué tout à l'heure, est-ce que les lois génèrent le dialogue ou est-ce que les règles génèrent le dialogue ou est-ce qu'on peut avoir le dialogue sans les lois? Bon, je pense qu'il faut un petit peu des deux. Je pense ou est-ce que les pratiques peuvent influencer la législation, peut-être? Effectivement, je pense que les deux ont du bon et même si des fois les lois nous poussent au dialogue, on peut avoir quand même une certaine transparence et vulnérabilité dans le dialogue qui fait qu'il est globalement plus fluide. Mais effectivement, la culture américaine, elle est vraiment exactement là-dedans et on le voit beaucoup, nous, étant une entreprise américaine. À chaque fois qu'on veut implanter une nouvelle, ou à chaque fois qu'on veut solutionner un problème de sécurité, on va rarement se dire, nous, tête bien pensante, dans notre bureau, qu'est-ce qu'on pense? On va aller, tout à l'heure, on parlait beaucoup de terrain. On va aller sur le terrain, on va aller voir ce qui se passe et on va surtout prendre les gens qui travaillent sur ce process-là pour leur demander, eux, ce qu'ils pensent au quotidien. Parce que même si moi, j'ai un background d'ingénieur, et que j'ai, je pense, une tête bien faite pour résoudre certains problèmes, finalement, la personne qui travaille 5 jours sur ce poste de travail, il sait globalement beaucoup mieux que moi et beaucoup mieux que la plupart des gens dans l'entreprise quelles sont les pistes d'ergonomie qu'on peut faire. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'expertise d'usage d'une certaine manière. Il est le mieux placé puisqu'il est au poste tous les jours. Et précisément, puisque vous venez là-dessus, on le disait, c'est un site qui est jeune, voire très jeune, implanté en 2021. Pour autant, quand on fait la courbe des âges au sein du personnel, là, on se rend compte qu'il faut aussi que vous gériez avec du personnel qui est âgé et peut-être plus âgé qu'on ne pouvait l'imaginer. Quand je discutais avec vous en amont de cette table ronde, vous me disiez, notre collaborateur le plus âgé, il a 72 ans. Donc, c'est évident que pour nous, il faut qu'on prenne en compte cette dimension dans l'ergonomie des postes qu'on peut proposer, dans le rythme, dans la cadence. Tout ça, ça compte. Je pense qu'il y a 3 éléments. Effectivement, on a des gens qui ont de 18 ans à 72 ans. Et il y a 3 éléments. Il y a le rythme de travail. Par exemple, ce monsieur qui a 72 ans, il a commencé il y a 2 ans et au début, il travaillait 5 jours sur 5. Et après, il nous a demandé à passer à un régime où il travaille plus que le lundi et le mardi parce qu'il ne voulait pas aller complètement en retraite. Donc ça, c'est le rythme de travail, c'est un point. Le deuxième élément important, c'est les postes de travail. Effectivement, quelqu'un qui a 72 ans ou quelqu'un qui a 18 ans, ils vont probablement pas faire le même poste chez nous. Et le troisième élément, c'est la rotation. Je vais pas le cacher, et je pense que c'est assez clair pour l'ensemble des personnes dans la salle. La logistique, pas que Amazon, mais la logistique, c'est globalement des gestes assez répétitifs. Et les gestes répétitifs, il faut essayer de créer de la rotation. Tous les postes ne sollicitent pas les mêmes membres. Certains sollicitent plus les membres supérieurs et d'autres les membres inférieurs. Et comment on crée de la rotation pour aider et notamment pouvoir maintenir dans l'emploi des seniors. Parce que 72 ans, c'est peut-être une exception, mais il y a beaucoup de gens qui ont plus de 55 ans chez nous aussi. Allez, on viendra tout à l'heure sur des exemples précis. On va aller voir du côté du secteur culturel maintenant avec vous à nouveau, Marion Petit. Dans la culture aussi, ce sont des problématiques qui montent, ces problématiques de santé physique, mais aussi de santé mentale. Lors de notre conversation, vous avez évoqué un mythe assez fortement ancré dans le secteur culturel, toutes disciplines confondues. C'est ce que vous avez appelé vous-même le mythe de la douleur. Et vous aviez une parole assez forte, puisque vous disiez la souffrance, en fait, elle est valorisée dès le conservatoire, mais il faut qu'on sorte de là.
Aujourd'hui, on ne peut plus. Oui, c'est des pratiques en fait qui se transmettent dès l'apprentissage, que ce soit en conservatoire, en école de musique, ou même des gens qui vont apprendre par eux-mêmes et qui vont assez vite rentrer dans le milieu en se professionnalisant. C'est qu'on va valoriser un travail qui n'est pas forcément bénéfique à la santé. Au contraire, on va mettre en avant ce côté dépassement de soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment arrêter. Parce que si on veut des artistes qui ont des carrières longues dans la durée, qui s'inscrivent aussi en parallèle d'une vie privée, familiale, épanouie, il faut absolument que la partie professionnelle soit préservée, reste aussi un plaisir. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on déconstruise. Alors ça se déconstruit à toutes les étapes. Là, on veut vraiment avoir un travail avec tout ce qui est organisme de formation, y compris dès le plus jeune âge, pour qu'aussi la musique soit un vrai plaisir et soit pas une obligation imposée. Si ensuite on veut avoir des musiciens qui choisissent de se professionnaliser. Et c'est aussi tout un travail qu'on doit faire sur le terrain avec ce qu'on appelle les chargés d'accompagnement. Donc là, c'est des personnes qui travaillent dans les salles de concert, ça peut être aussi dans des instituts de formation, etc., qui sont au plus près des artistes et qui les accompagnent en premier lieu sur leur carrière artistique. Également, ça peut être au niveau du développement économique, mais maintenant, ces personnes-là ont un vrai rôle aussi sur la santé des artistes, savoir poser des limites, dire à quel moment tu mets ta santé en danger, il faut faire attention, il faut ralentir, etc. Parce qu'il y a des conséquences à ça. Vous l'avez déjà un peu esquissé du doigt. Ce sont des artistes qui sont prématurément usés, déprimés, ou qui ont des difficultés à se reconvertir. Et on en a eu des exemples assez récemment encore dans la presse. Stromae s'est posé pendant ça, c'est mon côté belge. S'est posé pendant quelques années. D'autres l'ont fait également récemment, et on parlait de ces difficultés, ce qui n'était peut-être pas non plus le cas avant. Est-ce que c'est déjà une première étape qu'on franchit en verbalisant, en mettant des mots dessus ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a des exemples comme ça de stars comme Stromae, mais également même à l'international, des gens comme Billie Eilish qui parlent beaucoup à la jeune génération. Et ça, c'est très bien, c'est très positif. Mais nous, on parle, en tout cas au niveau de Grabuge, au niveau du réseau, on parle des artistes qui en tout cas travaillent en Grand Est. Donc c'est des gens qui n'auront pas forcément des carrières internationales, ils n'ont pas vocation à devenir des stars. Mais en revanche, nous, on veut les aider à vivre de leur musique, à le faire dans le long terme. Et ça ne peut pas se faire sur des carrières éclairs, sur des tournées qui vont miner leur santé. Et nous, on veut vraiment que les gens puissent vivre de leur musique, si c'est leur choix, aussi longtemps qu'ils le voudront. Et là, on se retrouve avec des carrières qui s'arrêtent à 35-40 ans parce que les gens ne sont plus en mesure de mener de front une vie professionnelle, une vie personnelle, des gens qui sont cassés, qui ont des problèmes, là pour le coup, qui ont vraiment des problèmes physiques, qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes d'articulation. On enchaîne les tournées, on dort dans les bus. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a jamais su prendre en compte ces problématiques-là. Donc nous, on veut vraiment les replacer au centre de l'échiquier, à la fois pour avoir une filière musicale qui soit pérenne, qui soit saine, d'avoir de la création en territoire, pour ne pas seulement dépendre des agglomérations, mais avoir vraiment des artistes qui s'épanouissent en zone rurale, parce que c'est vraiment là aussi où on va avoir un territoire attractif, avoir des gens qui ont envie de rester en Grand Est, c'est aussi grâce à cette richesse culturelle. Donc c'est vraiment tout un écosystème qu'il faut préserver. Dominique Lambert, vous disiez tout à l'heure que vous aviez découvert, ce sont vos propres mots, la santé, la sécurité au travail assez tard, au moment où vous avez pris le commandement d'un régiment en tant que chef de corps. Comment vous regardez l'évolution de la prise en compte de la santé, sécurité au travail au sein de l'armée ? J'avais noté quelque chose qui m'avait épaté quand on avait discuté ensemble il y a quelques semaines. Vous m'avez dit, moi, quand j'ai commencé à l'armée, vous savez, on sautait encore du camion avec le sac sur le dos, et tout ça a bien changé, même si il faut en convenir, au départ, c'était plutôt pris comme une contrainte, voire un emmerdement, cette dimension santé-sécurité au travail. Alors je dirais que ça a évolué au même sens que dans la société, ça a évolué entre ce que vivaient nos anciens il y a 100 ans, et aussi de cette relation avec la douleur, avec l'effort, avec en fait tout ce qui était un peu dur. Le dépassement de soi. Et aussi ces explications à qui on disait, de toute façon, si tu veux être un homme, tu avances, quoi. Donc, on a pris en compte ça à partir du moment où on a compris que la génération de valeur au sein des armées, c'est la capacité opérationnelle, et cette capacité opérationnelle repose sur les hommes et les femmes. Et il y a les armements, il y a tout l'environnement, bien sûr, opérationnel, mais le cœur du réacteur, ce sont les hommes et les femmes. Et si ces hommes et ces femmes
on ne les maintient pas, entre guillemets, dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai aussi dans le monde de l'entreprise. Enfin, là-dessus, je pense qu'on est tout à fait sur le même sujet. On a vraiment en fait cette préoccupation de l'humain pour justement l'amener dans les meilleures conditions possibles à faire son travail, quoi. C'est ça, une seule logique, préserver, voilà. Et donc, en fait, les gens. Il y a eu cette évolution. C'est vrai qu'on parlait de sauter du camion, mais on parlait aussi pour les plus anciens qui ont fait leur service militaire. C'est vrai que même un véhicule militaire, ce n'était pas l'endroit le plus agréable pour s'asseoir. Maintenant, vous avez des véhicules qui sont très ergonomiques, où en fait tout l'ensemble du combattant est protégé pour que les chocs en déplacement soient pris en compte. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et justement, pour mettre ça en... Et certaines sources d'inspiration viennent des armées étrangères d'ailleurs. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Je crois que c'est surtout en fait la collaboration, le fait justement d'être dans d'autres environnements, en fait, a fait qu'on a regardé un peu ce que faisaient les autres et on s'est rendu compte que ils étaient en avance. Et donc, il était peut-être temps aussi de rattraper. Donc ça, c'est il y a 20-25 ans. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué là-dessus, mais tant mieux. Mais oui, tant mieux. Quel regard portent les hommes que vous avez commandés sur cette évolution? Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce qu'ils sont demandeurs? Ou est-ce qu'on reste encore dans cette logique de contraintes perçues? Je dirais que c'est vraiment une question de génération. Les plus anciens... Ça rejoint un peu ce qu'Emmanuel Lebovici disait tout à l'heure. Je dirais que les plus anciens en sont conscients parce qu'ils ont vu la transition, et pour les plus jeunes, c'est tout à fait normal. Donc quelque part, les plus jeunes, ils ne verraient pas revenir en arrière, et ils sont justement, en fait, on le met en avant et on voit tout à fait les résultats, quoi. Ouais, alors vous allez nous expliquer tout à l'heure précisément comment ça se traduit dans votre travail d'accompagnement du ministère des Armées. Il y a des choses extrêmement concrètes qui sont mises en place pour faire avancer cette question et cet enjeu de santé et sécurité au travail. Mais d'abord, je voudrais redonner la parole à Philippe Steyer et je vais vous demander de lui faire passer la petite zapette parce qu'il nous a apporté une petite présentation avec des tas de photos et un certain nombre d'avant-après qui vont vous permettre de voir que cette prise en compte de la santé-sécurité, elle s'inscrit dans toute la chaîne de production du Grenadier, en fait. C'est à vous de... Voilà. Ok. Très bien. Donc, rapidement, et je voudrais juste rebondir sur finalement la question de ce matin de M. Grunewald, à savoir si la santé-sécurité, c'était un coût, c'était un investissement. Les exemples que je vais vous donner ici, voilà, c'est des exemples parmi d'autres. L'ensemble de ces exemples, c'est clairement des investissements. Voilà. Après, vous nous direz s'ils sont rentables ou pas. Pardon ? Après, vous nous direz s'ils sont rentables ou pas. Je vous dirai s'ils sont rentables ou pas, effectivement. Par exemple, l'exemple qu'on a ici, en fait, on s'est rendu compte que autant tous les processus de la production série, parce que, je dirais, anticipé au niveau des projets, la partie conditions de travail, elle est, je dirais, intégrée directement dans la façon dont le poste de travail est conçu. Autant sur tout ce qui est processus un peu annexe, par exemple comme ici, on sort 2 carrosseries par jour du processus pour qu'elles soient mesurées en métrologie, mesurées à 100%. Et donc, jusqu'à présent, c'était une activité manuelle. Ça reste une activité manuelle. La seule chose, c'est que vu le poids et de la carrosserie et du support, on avait besoin de 2 personnes pour déplacer la carrosserie. Voilà. On a, entre guillemets, simplement investi dans un tracteur pousseur pour que l'opération se fasse seule. Mais je dirais sur... une durée de 18 à 24 mois, on a déjà un retour sur investissement. Et en termes de conditions de travail, même à 2, par rapport à ce que c'est comme effort aujourd'hui à une seule personne, ça n'a rien à voir. Le deuxième exemple, c'est un peu le même type, mais dans la philosophie un peu différente. C'est plus de dire qu'il n'y a pas de petites améliorations. Voilà. Il y a des choses qui sont plus coûteuses, des choses qui sont moins coûteuses. Là, c'est un projet qui était intéressant aussi, qu'on a donné à des élèves ingénieurs en projet de fin d'études, sur la motorisation, ou en tout cas l'assistance pour des chariots de transport de pièces. On avait des offres sur des produits de ce type-là qui étaient aux alentours de 10 000 € par chariot. Ils ont contacté un fabricant de trottinettes
électrique, à qui ils ont acheté juste les moteurs et les roues, et on en est à 500-600 € d'équipement. Là, c'est pareil. Au niveau de la manipulation, avant, c'était 2 personnes qui devaient le faire. On est passé à 1 personne. Là, le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Parlais tout à l'heure de vraiment petits investissements, ça a coûté absolument rien, c'est des choses qu'on fait en interne. Pareil, c'est aussi un processus qui est, on va dire, hors processus série, hors ligne, où une fois qu'on a fait le traitement anti-corrosion du véhicule, on va faire un contrôle par échantillonnage. Vous voyez les conditions de travail avant, la personne devait mettre la carrosserie sur un pont classique de garage. Et pour ça, elle devait se coucher sous la voiture. Aujourd'hui, en mettant simplement un gabarit de positionnement entre les deux, on a amélioré les conditions de travail. Encore une fois, coût quasiment zéro, mais je dirais en termes d'amélioration sensible. Et ensuite, on a des choses qui sont beaucoup plus coûteuses, mais là aussi avec, je dirais, un business case qui est positif derrière. Je disais tout à l'heure, on a produit des Smart pendant 25 ans, c'était pas tout à fait le même gabarit, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Vous auriez dû amener une Smart aussi, comme ça on aurait pu voir en les mettant l'une à côté de l'autre, la Smart et le Grenadier. On peut presque la mettre dans le coffre. C'est presque du simple au double. Hein. Et donc, en fait, sur l'ensemble des véhicules, en fait, on met ce qu'on appelle des tapis insonorisants sur le marché, des tapis insonorisants pour améliorer l'acoustique. Et l'insonorisation dans le véhicule, c'est des plaques de goudron qui sont collées à l'intérieur de la carrosserie avant qu'elles soient montées. Vu la taille du véhicule et vu le poids de ces plaques, vous voyez les conditions de travail dans lesquelles elles étaient appliquées sur les photos de gauche. On a fait une étude pour remplacer ça clairement par une robotisation avec un autre matériau. Et en fait, alors, déjà d'une, je dirais financièrement, par rapport à la partie manuelle, là on est sur une durée qui est un peu plus longue. Hein. On est sur le cycle de vie quasiment du véhicule pour avoir le retour sur investissement. Par contre, en termes d'insonorisation, le matériau qui est utilisé est bien plus performant que l'ancien. Donc là aussi, oui, c'est de l'investissement, mais à un moment ou à un autre, ça va dans le sens des améliorations des conditions de travail, mais aussi le développement économique. Et j'en finirai, je crois que j'ai encore un ou deux exemples. Ouais, voilà, ça c'est aussi un exemple assez intéressant. C'est la même chose, on a fait, c'était une activité qu'on n'était pas censé faire sur le site, qui devait être externalisée. Finalement, on a pris la décision de l'internaliser, toute la partie assemblage du tableau de bord. Donc on n'avait pas forcément prévu une ligne spécifique par rapport à ça. On a récupéré des chariots philo-guidés sur une autre ligne de production pour, on va dire, remplacer une activité qui était d'une ergonomiquement pas idéale et honnêtement pour le salarié pas non plus l'activité la plus sympathique à faire que de pousser des chariots toute la journée. Là aussi, récupération et voilà, un intérêt certain. Merci de nous avoir amené ces exemples qui sont parlants et les illustrations nous permettent de nous projeter mieux dans la réalité de votre entreprise. Rapidement, pour conclure ce point, je voulais aussi revenir sur cette politique de signalement dont on a déjà parlé aussi ce matin avec Franck Maillet en évoquant Speak Up and Stop. Vous aussi, hein, vous encouragez vos collaborateurs à signaler des situations de risque, des situations de presque accident, et ça marche parce qu'il y en a des centaines en fait de signalements, ce qui ne veut pas dire qu'on est toujours dans une situation de risque, mais ça veut dire qu'il y a du répondant. Ce bottom-up dont parlait Pierre-Louis Debroise tout à l'heure fonctionne bien chez vous aussi. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on a repris un pour un de la pétrochimie, en tout cas de l'activité pétrochimique d'Ineos. Ce qu'ils appellent les near miss, en fait, c'est la phase avant le presque accident. C'est-à-dire que, pour faire simple, le presque accident, vous imaginez, il y a un marteau sur un échafaudage, le marteau tombe, il n'y avait personne en dessous, tant mieux. Voilà. Le near miss, c'est de signaler que sur l'échafaudage, il y a un marteau et que potentiellement le marteau pourrait tomber. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Typiquement, vous avez fait la remarque ce matin par rapport au chemin de câble.
Voilà. Sur cette estrade, ça c'est typiquement le genre de choses qui serait signalé comme un near miss. Et bon, ils sont bien scotchés, hein. L'équipe a bien fait le boulot. Hein. Mais je dirais en supprimant cette situation-là ou une situation de ce type-là, on évite potentiellement un accident par la suite. Mais on nous entend moins bien du coup. Pierre-Louis Debroise, le risque majeur au sein d'Amazon, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, il est autour des gestes et des postures. Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en œuvre pour réduire ce risque ? Oui, effectivement, bon, c'est pas le seul risque, mais effectivement, les autres risques, on va dire qu'on est très, on a beaucoup de technologies sur les troubles musculo-squelettiques. On va dire qu'il y a un petit peu trois éléments. Alors, j'ai fait le mauvais élève, j'ai pas envoyé de photos. J'allais vous le dire. Mais du coup, pour reprendre les 3 catégories pour prévenir ce type de risque. Le premier, c'est du coup les collaborateurs avec exactement le même système que chez Ineos et ce qui va conduire à ce qu'on appelle les Simple Ergonomic Solutions, c'est-à-dire on va par exemple déplacer l'écran d'un ordinateur de 5 cm vers le bas et finalement en faisant ça, on va réduire ou en tout cas améliorer l'ergonomie du poste de travail. Donc ça, c'est chaque semaine basé sur les retours des collaborateurs via un système de remontée. Il y a la technologie, donc la technologie robotique. Donc, par exemple, remplacer certaines tâches qui sont à des cadences. Globalement, on avait certains postes de travail où on peut avoir des cadences de plus de 500 par heure. Ça, globalement, c'est pas viable. Et donc là, on va probablement amener de la technologie robotique et on va avoir un opérateur qui, du coup, va piloter cette technologie robotique. Et après, il y a l'utilisation de la donnée. On a la chance, je pense, aujourd'hui, la plupart des entreprises, et je pense Amazon, on a la chance d'avoir une seconde partie de l'entreprise qui est Amazon Web Services, qui nous permet d'avoir beaucoup de données. Et cette donnée, comme je le disais tout à l'heure sur la rotation, c'est qu'on sait dire ce qu'a fait un opérateur la semaine d'avant. On sait classer les postes en fonction des membres qu'il va solliciter. Et en fonction de ça, on va générer un staffing pour le lendemain. Du coup, l'opérateur va arriver lundi. Et le lundi, il va travailler sur un poste qui doit être moins contraignant d'un point de vue ergonomique par rapport à ce qu'il a fait le vendredi et ainsi de suite. C'est ça. Une partie de ce travail sur les gestes et postures, vous le faites en collaboration avec Agestra. Donc une volonté de nouer des partenariats aussi à l'échelle territoriale. Ça, c'est important pour Amazon. Oui, je pense qu'à Agestra, on travaille avec eux pour la partie médecine du travail, mais aussi pour toute cette étude de poste. Donc, on va dire sur la sécurité, il y a Agestra, donc ce partenaire, et après, il y a nos partenaires sociaux, parce qu'on a alors tout à l'heure, on parlait des règles, des normes et des standards en France, et on a une C2SCT qui nous permet de travailler et nous remonter des points et sur lesquels on peut travailler ensemble avec l'Agestra aussi. Oui. Alors, il y a un autre domaine de risque que vous avez évoqué avec moi quand on s'est parlé au préalable, c'est celui des chocs avec les véhicules. Vous le prenez très au sérieux. Vous m'avez dit les poids lourds n'aiment pas venir chez Amazon parce qu'on les contraint beaucoup. Et en même temps, ça marche puisque à ce jour, toujours pas d'accident et tant mieux. Oui, alors... Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé dans la présentation, on voyait le nombre d'accidents et après le taux de gravité. Et au final, nous, en tant qu'entreprise américaine, quand nos chefs viennent et essaient de comparer, en fait, on a du mal à comparer. Si on regarde le nombre d'accidents, on a du mal à comparer la France à l'Angleterre, à l'Espagne ou aux États-Unis parce qu'on a des systèmes déclaratifs qui sont complètement différents. Moi, j'ai travaillé en Angleterre. J'ai pratiquement pas vu un seul accident de l'année. Pourtant, j'ai vu des gens venir travailler. Ils auraient probablement dû rester chez eux. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas comme ça en Angleterre? Parce que le système déclaratif et le système de paiement, on va dire, quand on n'est pas au travail, est probablement certainement un peu différent. Et je pense qu'en France, c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup, ce qu'on va comparer, c'est la gravité. Et la gravité, là où on peut avoir les accidents les plus graves sur nos sites, effectivement, c'est les chocs piétons-camions. Et du coup, pour ça, on va implanter beaucoup de règles, de standards. On va essayer de minimiser au maximum le nombre de personnes qui peuvent travailler dans ces zones-là. Mais on va implanter beaucoup de règles qui, effectivement, pour les routiers, ne sont pas toujours très sympas parce qu'ils vont peut-être descendre 3 fois de leur camion, éteindre 3 fois leur camion, donner 3 fois leur clé avant même de se mettre à quai. Mais vous assumez ça? Mais on assume. Ça prend parfois du temps, mais notre but, c'est qu'il n'y ait pas un choc. Et je pense en Europe, sur les 5 dernières années, on n'a eu aucun camion qui a percuté un piéton alors qu'on a dû avoir des millions et des millions de mises à quai et de départs. Et pour venir sur cette question de la rentabilité, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, évoqué déjà par Philippe Steyer, vous dites il n'est pas question qu'un accident survenu au travail impacte le travailleur dans sa vie privée. C'est là qu'on investit le plus d'argent. Oui, et je pense que c'était Marion Petit qui le disait juste avant.
quand ça commence à impacter la vie privée, globalement, comme je disais tout au début, on arrive en bonne santé, on repart en bonne santé. Par exemple, il y a 2 semaines, on a eu quelqu'un qui est tombé, chute de plein pied, et qui s'est fait fracturer l'épaule. Ça, globalement, c'était pas arrivé en 2 ans sur le site, c'est arrivé. Et là, mon discours envers les managers, il y a pas plus tard que lundi dernier, c'était cette personne-là, finalement, à part ne plus venir au travail, ça c'est un impact pour l'entreprise, c'est un impact pour elle, mais c'est surtout que demain, si elle faisait un sport, elle ne peut plus le faire. Si demain, elle devait aller faire les courses, elle ne peut probablement plus le faire. Donc c'est là où on doit investir le maximum, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident grave qui impactent les salariés dans leur vie de tous les jours. C'est ça, et ça sert forcément l'attractivité de votre marque employeur également. Marion Petit, puisque Pierre-Louis Debroise vient de faire référence à vous, quels sont les projets clés que mène le réseau Grabuge en matière de promotion, accompagnement de la santé et de la sécurité au travail ? Alors nous, en tant que réseau, on va dire notre principale action, ça va vraiment être la sensibilisation. On organise des formations, on organise des tables rondes, des journées professionnelles pour que les artistes se rencontrent, les professionnels puissent échanger sur ces questions. C'est là qu'on fait un peu évoluer les mentalités, qu'on essaye un peu de faire tomber des tabous, etc. Donc on va dire que nous, à ce niveau-là, c'est vraiment le travail qu'on accomplit. Et ce qu'on essaye de faire pour qu'au quotidien, ça soit également appliqué par l'entourage artistique. Alors je dis l'artistique, mais aussi le personnel, les professionnels des musiques actuelles au sens très large, que ce soit les personnes qui travaillent dans les salles, les managers eux-mêmes, évidemment le personnel technique, tout le monde est concerné. Nous, ça va vraiment être d'essayer de travailler sur des modes différents de diffusion, de production de la musique et d'essayer en fait des nouvelles choses, de faire par exemple ce qu'on appelle le slow touring, donc c'est des tournées ralenties, essayer de dire voilà, quand un artiste se déplace, il va quelque part, on essaye on évite l'avion évidemment pour des raisons écologiques, mais de dire d'accord, là je dois vraiment prendre l'avion, je me déplace, alors dans ce cas je rentabilise ce temps, je reste 1 semaine, je fais mon concert, mais alors je vais aussi aller dans les écoles, dans les EHPAD, je vais faire des ateliers d'écriture, je vais essayer de rentabiliser au maximum ce déplacement pour qu'il y ait de la rencontre humaine, pour qu'il n'y ait pas seulement cette espèce de je suis larguée dans une ville, je fais mon show, je repars, je dors dans un bus, j'ai rien vu, vraiment de profiter de ce temps, que ce soit vraiment un temps de rencontre, un temps d'échange et qui profite au territoire. Donc ça par exemple c'est un peu des choses un peu expérimentales, mais qu'on peut se permettre de faire au niveau du réseau. Et ensuite, on fait du retour d'expérience, on voit ce qui a marché, on voit ce qui a moins marché, mais en tout cas, ça doit aussi donner envie, parce qu'on a aussi dans la filière musique actuelle un gros enjeu d'attractivité, on a des métiers qui recrutent moins, donc ça permet de dire, vous pouvez travailler dans musique actuelle et rentrer chez vous le soir, avoir une vie familiale, etc. Alors, vous allez ou vous venez d'organiser, je pense que c'est imminent, une journée sortie des artistes avec un atelier autour de la voix et comment la préserver, un peu de posturologie, la gestion du stress sur scène. C'est une première. Et vous, au moment où on s'était parlé, vous vous posiez des questions. Est-ce qu'on aura du monde? Est-ce que les gens vont venir? On sent que c'est un sujet qui est là, mais qui est encore émergent, cette question de la santé, de la sécurité dans le secteur culturel. Alors du coup, ça va les inscriptions? Oui, alors c'est une journée qu'on va mener à la rentrée. Ouais. Effectivement, c'est très compliqué de mobiliser un public artistique parce que c'est des gens qui sont déjà très pris par leur propre activité. Souvent, on a des gens qui ont aussi une double activité parce qu'ils ne peuvent pas vivre à 100% de leur musique, donc ils doivent avoir une activité à mi-temps ou à 100% en plus de concerts le soir ou le week-end. Donc mobiliser des gens, artistes, professionnels ou non, ça veut souvent dire plutôt faire ces journées le week-end. Donc là, on empiète sur la vie privée, mais c'est un moment où on est sûr de les avoir parce qu'ils ne sont pas en tournée ou ils ne sont pas au travail. Et c'est surtout très difficile de mobiliser des artistes sur ces journées parce que c'est du temps qu'ils ne mettent pas à la création. Quand on organise des journées sur viabiliser son modèle économique, trouver son public, communiquer sur les réseaux sociaux, là ils sont en rendez-vous parce que ça va directement impacter leur activité. Mais quand on leur dit prenez une journée ou une demi-journée, on va vous parler, préserver votre voix, le stress, etc. Là, c'est beaucoup plus dur de les faire venir. Oui, alors vous nous direz si ça a bien fonctionné. C'est quand vous dites la rentrée, c'est septembre, c'est ça? Oui, ce sera en septembre et on espère aussi avoir l'entourage artistique puisque c'est aussi l'entourage qui sera prescripteur auprès de l'artiste. Il y a un annuaire de référence des prestataires de santé en médecine des arts qui existe aussi à votre initiative.
Alors c'est quelque chose qui existe en fait au niveau national. Nous, on aimerait en faire un dans la région, parce que souvent les artistes sont obligés d'aller à Paris en fait pour consulter, que ce soit des psychologues, des kinés, des ergothérapeutes. Et nous, on aimerait bien essayer de on sait qu'on en a en région qui existent, qui sont présents. C'est pas forcément des gens qui sont très identifiés, très connus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment proposer, un annuaire vraiment très très pratique. Et puis alors un dernier projet qu'on peut peut-être épingler, c'est une étude qui est dans les cartons, une étude sur la santé des artistes avec un angle de vue qui est intéressant pour entrer dans le sujet, puisque l'idée c'est de travailler avec un cabinet de sociologie. Oui, tout à fait. C'est une étude qu'on veut mener vraiment dans le Grand Est. L'idée, c'est qu'elle parte de Moselle, puisqu'on a vraiment un acteur qui nous a fait remonter des grandes difficultés depuis quelques années, qui vraiment s'accélèrent. L'effet Covid aussi a vraiment interrogé aussi les artistes, comme tous les professionnels. L'idée, c'est vraiment de voir où on en est en Grand Est, sachant qu'on a une région très spécifique, avec à la fois des grands pôles urbains, des zones rurales très étalées, et une zone aussi qui est vraiment frontalière au cœur de l'Europe, donc potentiellement détournée, des choses qui vont s'étaler géographiquement. Voilà, donc on veut prendre tout ça en compte et voir un peu où on en est et quel levier on va vraiment pouvoir activer pour agir au plus près des artistes. Alors on ne va pas faire l'étude avant l'étude, mais c'est vrai qu'il y a déjà des pistes d'action qui émergent des premières concertations que vous avez pu mener ou des travaux de terrain. Vous avez évoqué cette capacité à innover dans la proposition. Vous avez parlé de slow touring, mais on pourrait aussi repenser par exemple l'horaire de démarrage des concerts en semaine. Ça serait peut-être une bonne idée. Ou travailler sur cette formation initiale, puisque vous disiez ce mythe de l'artiste maudit qui travaille dans la douleur pour accoucher de son œuvre. Finalement, c'est au conservatoire qu'on nous l'inculque. Donc, si ça commence là, c'est peut-être là aussi qu'il faut commencer pour organiser un contre-feu, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vraiment travailler sur tous les acteurs à tous les moments de la chaîne de la formation. Et puis c'est peut-être aussi vraiment travailler en fait sur le modèle économique aujourd'hui d'une vie d'artiste en fait. De quoi on peut vivre. Est-ce qu'on peut uniquement dépendre d'une tournée? Bon, la vente de CD, ça c'est plus possible évidemment. Comment on fait pour proposer aussi une vraie reconversion aux artistes fatigués qui veulent faire autre chose? Ça peut être faire de l'EAC, de l'éducation artistique et culturelle. Ça peut être travailler à l'année avec des acteurs du secteur sanitaire, du secteur social. Voilà. Et c'est pas pour autant renoncer à sa carrière, mais c'est trouver d'autres voies d'épanouissement qui permettent de conjuguer une vie professionnelle et personnelle épanouie le plus longtemps possible. Dominique Lambert, quel est le travail que vous avez conduit et que vous conduisez encore aujourd'hui en tant que consultant auprès du ministère des Armées pour faire progresser la cause, j'ai envie de dire, de la santé et de la sécurité au travail très concrètement? Alors, je dirais le principal défi au niveau du ministère des Armées, c'est bien évidemment en fait, de gérer en fait, cette transition entre ce que les gens font en opération extérieure, où finalement le code du travail, on va dire, s'applique beaucoup moins, ou en tout cas pas au sens où on l'entend en France, et ce que les gens font en métropole. C'est-à-dire que leur environnement, finalement, il va changer, l'environnement législatif va changer, le cadre du travail reste le même. Et donc tout le travail, et justement, c'est dans la sensibilisation, c'est dans le suivi, donc on s'appuie sur un réseau dans chaque unité de chargés de prévention qu'il faut bien évidemment aussi accompagner, parce que ces gens-là, en fait, sont un peu le porte-parole de la cause santé au travail dans chaque unité, mais ils sont tout seuls. Donc il y a à ce moment-là un besoin de créer enfin, des lieux d'échange, un peu comme ici. Faire un peu de réseau, un réseau, mettre en place un réseau et animer ce réseau. Dans le cadre des audits, puisque en fait une de mes fonctions aussi, enfin la dernière fonction que j'ai occupée, c'était directeur sécurité sur le quart nord-est, donc ça m'a permis de mettre aussi le doigt sur tout ce qui était audit. Donc dans les vous avez accompagné 80 unités, c'est ça, c'était c'est quand même remarquable. Voilà, c'était 80 unités, donc vous imaginez, c'est presque 60% de l'armée de terre qui était dans cette zone-là. Et donc c'était justement accompagner ces gens-là et leur permettre justement d'avoir les meilleurs outils pour pouvoir être les plus, on va dire, les porte-paroles les plus efficaces vers leur commandement dans le cadre justement de cette reconnaissance de la santé au travail et surtout de la valorisation. L'effort se fait aussi sur justement la génération d'après, c'est-à-dire l'intégration des alternants, l'apprentissage aussi, de manière à intégrer les futurs chargés de prévention qui puissent connaître le monde de l'armée et de pouvoir justement peut-être évoluer là-dedans. Et changer la culture en profondeur, du coup, c'est ça? Et changer exactement... Ou la faire évoluer, en tout cas. Exactement, changer la culture extérieure, ramener ce qui est de bon de l'extérieur au sein des armées. Autre chose aussi, c'est de faire évoluer, enfin d'intégrer aussi tout ce qui a été développé
pour les militaires en opération, et là je parle de gestion du stress, de gestion du sommeil, de motivation, et d'en faire des outils dans le cadre de la santé au travail en métropole au profit de l'ensemble des collaborateurs. Et ces outils, ça peut être quoi très concrètement pour qu'on se projette ? Eh ben, en fait, c'est tout ce que vous avez trouvé en termes de développement personnel, en sophrologie, etc. Donc, c'est des outils qui avaient été développés il y a presque 20 ans pour les pilotes de chasse, pour les sportifs de haut niveau, par des psychologues, et qu'on a intégré, nous, dans nos préparations en opération, ce qui nous permettait, en fait, justement, de récupérer assez rapidement, en fait, en situation de stress, de pouvoir, lorsqu'on était, en fait, en situation où on ne pouvait pas beaucoup dormir, de pouvoir également récupérer. Et donc, l'idée, actuellement... Vous le disiez, c'est vecteur d'opérationnalité, hein, ça doit l'être. Hein. Exactement, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas, contrairement ici, en métropole, vous ne pouvez pas mettre le temps sur pause. C'est-à-dire les choses continuent, les choses vous sont imposées. Et donc finalement, le but, c'est d'arriver à trouver les ressources intérieures pour pouvoir justement récupérer et se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et donc l'idée, justement, l'avantage justement d'avoir béni dans les deux domaines, c'est d'arriver à intégrer ces outils-là dans le monde du travail, de manière à ce que finalement on développe un peu aussi la résilience des collaborateurs, parce que finalement on a mis en place vraiment des outils qui sont formidables en termes de protection des collaborateurs, que ce soit les EPI, que ce soit tout ce qu'on met sur les machines. Mais finalement, actuellement, moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a peut-être encore du travail à faire sur tout ce qui est intérieur, tout ce qui est en fait de l'intérieur des personnes, et les rendre plus psychosociaux, et de les rendre justement plus résilients, puisque finalement la première ressource, c'est la leur. Et donc je comprends à vous écouter que c'est le prochain grand chantier, mais qui est déjà entamé. Merci à vous pour ces témoignages. Avez-vous des questions dans la salle ? Je ne vous cache pas qu'on n'est pas en avance, donc on a peu de temps, mais si vous venez à ma rencontre avec une question courte, et que vous répondez aussi de manière courte de ce côté de la scène, on pourra en prendre 2. Et comme d'habitude, il vous suffit de lever la main. Ça peut être une question, un commentaire, si vous avez été intéressé par un point en particulier de l'exposé de nos intervenants. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À juger, c'est vendu, tant pis. Vos recommandations, Madame, Messieurs, à la salle, si nous ne devions retenir qu'une seule chose de votre témoignage, de votre parcours professionnel en lien avec la santé et la sécurité au travail, vous diriez quoi ? Philippe Steyer. Votre takeaway pour la salle, avec quoi on repart ? Quel message ? Je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment ou à un autre, mon point de vue, l'amélioration des conditions de travail, c'est vraiment un investissement. C'est un investissement par définition, l'amélioration des conditions de travail, donc pour le bien-être des salariés, mais ce n'est pas contradictoire par rapport à des objectifs de rentabilité économique. Exactement. Oui. Merci. Pierre-Louis Debroise. Je pense que je reprendrai deux messages qui ont été dits par mes collègues juste à ma droite. Dans notre entreprise, on a des hommes et des femmes, et c'est eux qui font tourner l'entreprise. Donc, on a besoin de les garder en bonne santé. Et le deuxième message, c'est celui que je partageais déjà tout à l'heure, c'est ces hommes et ces femmes, ils arrivent en bonne santé, ils doivent repartir en bonne santé. Donc, c'est certes notre devoir, mais au-delà de notre devoir, ça doit être la culture qu'on doit avoir dans l'entreprise. Dominique Lambert, allez, on change un peu. Alors moi je dirais que, pour reprendre ce sur quoi j'avais terminé, c'est vraiment cette résilience entre guillemets, c'est de peut-être réintégrer aussi dans le monde du travail aussi un peu l'aguerrissement, sans être trop brutal, mais aussi de faire. Moi le constat que je fais, c'est que on n'a jamais autant évolué en termes d'aide aux salariés, d'accompagnement, etc. Et pourtant on n'a jamais eu autant de gens qui ont des problèmes au travail, notamment psychosociaux. Donc là, il y a une vraie problématique, et je pense que aider les gens à guérir les gens peut-être peut aider. Voilà. Marion Petit, votre message clé ? Alors moi, je dirais que je pense que prendre soin de la santé et de la sécurité au travail, comme je dis, c'est un cercle vertueux. Et en fait, quand on s'attache aux individus, on prend soin aussi de l'environnement, on favorise l'égalité et l'inclusion. Donc je pense que c'est un tout et il faut le penser globalement.
et les carrières longues d'artistes heureux d'exercer leur art et leur profession, et donc là non plus pas d'incompatibilité avec le développement économique du secteur. Merci beaucoup à vous quatre pour vos témoignages. On peut largement vous applaudir.